Bien, bonsoir, on va attaquer. Désolé pour le retard, mais on a donné un petit peu de temps aux gens qui ont eu du mal à nous rejoindre. Merci à tous d'être présents pour ce troisième opus des conversations éclairées. On est ravis que le rendez-vous s'installe. Nous avions reçu Philippe Val pour initier la démarche, Bruno Tertrais le mois dernier. Et je laisserai nos animateurs présenter la vedette du jour. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je suis sûr que vous serez séduits par le personnage et par son œuvre, le sujet qu'il embrasse. Vous savez combien la vie des idées tient à cœur du laboratoire de la République, donc au-delà de nos travaux de fond sur l'ensemble du spectre des sujets qui nous intéressent, on tient réellement à suivre l'actualité intellectuelle et singulièrement littéraire à l'occasion de ce rendez-vous. Vous le savez également peut-être, nous avons décidé que ce soit un binôme homme-femme qui anime ces conversations. C'est le légendaire Brice Couturier et Rachel Kahn qui nous font l'amitié d'assurer ce binôme. Rachel vous prie de bien vouloir l'excuser. Elle a de nouveau un empêchement, c'était le cas le mois dernier, mais elle s'est déjà engagée pour le prochain rendez-vous, qui sera le 14 juin, qu'on fera à 19h30 pour le coup, parce que c'est difficile de... La jeune garde arrive, formidable. Oui, donc l'invité du 14 juin est déjà identifié et Rachel sera présente aux côtés de Brice. Néanmoins, on a tenu à cette logique d'animateur, un duo mixte paritaire, et c'est Aude Anquet qui est une éminente membre du laboratoire, une jeune lectrice, jeune intellectuelle qui nous aide beaucoup. Je saisis l'opportunité pour la remercier pour son travail et son investissement dans le laboratoire, qui, avec Brice, animera cette conversation, sachant qu'Aude, je ne crois pas trahir de secret en disant que tu connaissais déjà l'œuvre d'Omar avant même qu'on ne choisisse Omar comme invité. Donc, également, vous savez que le président et fondateur de notre cercle de réflexion et d'action a une vie professionnelle un petit peu intense. Il est censé, c'est Jean-Michel Blanquer bien sûr, il est censé être présent. Il a été convoqué par le patron de sa boutique pour un séminaire pour les représentants, enfin les candidats aux législatives. Il va essayer de venir, j'espère qu'il nous rejoindra dans la soirée, mais là aussi, il me prie de m'excuser si d'aventure il ne peut pas être présent en temps et heure. J'arrête là et je passe la parole aux gens qui comptent. Je compte beaucoup, cher secrétaire général du laboratoire de la République. Alors, je vais vous présenter Omar Youssef Souleymane, mon voisin de droite, et c'est Aude qui vous présentera le livre qui nous retient aujourd'hui, donc Une chambre en exil, que je vous montre. À l'issue de la discussion éclairée que nous allons avoir avec son auteur, il y aura une séance de dédicace. Les livres sont déjà dans le fond, et je remercie beaucoup la librairie qui a bien voulu monter les 62 marches pour venir vous les proposer. Merci à vous. Alors, Omar Youssef, je te connais pas mal parce que je t'ai vu arriver dès ton premier livre, Le Petit Terroriste, dans le paysage français, littéraire français, je dirais politique, intellectuel, idéologique français avec beaucoup d'intérêt. Dans ton premier livre, tu expliquais comment tes parents dentistes, bonne bourgeoisie syrienne, étaient aussi des islamistes et t'avaient traîné en Arabie Saoudite, où tu avais bien failli verser du côté obscur de la force. Dans ton deuxième livre que j'ai présenté à France Culture, et je me souviens que ce que je fais jamais, je crois que c'est la seule fois de ma vie en 20 ans de France Culture où j'ai téléphoné à l'auteur le matin en lui disant écoute, ma chronique à 11h35, 11h53, tu vas avoir une surprise. Et tu t'en souviens? Ah oui, et j'avais présenté donc ce deuxième livre qui s'appelait Le Dernier Syrien, et j'avais dit que c'était peut-être le grand livre, le grand roman qu'on attendait de la révolution syrienne. En effet, Omar, tu étais journaliste dans ton pays, tu as fait des études d'arabe littéraire, et il paraît que tu es excellent dans cette langue. Tu étais un journaliste assez connu à Damas à l'époque de la Révolution. Tu as pris part à cette révolution. Tu as échappé au pire, aux persécutions. Tu racontes à plusieurs reprises à quel point c'était une période dangereuse pour toi.
Tu l'as raconté donc dans Dernier Syrien, tu y fais allusion aussi dans celui-ci, Une chambre en exil. Tu montrais notamment comment cette jeunesse syrienne éprise de liberté avait été progressivement supplantée par les barbus, les islamistes prêts à remplacer une tyrannie par une autre, celle de Bachar par celle des islamistes. Il s'agissait, tu le montrais très très bien dans ton livre pour Bachar, en libérant les islamistes, de menacer la révolution, de la compromettre. J'avais trouvé cette phrase extraordinaire parce que tu mettais notamment en lumière le rôle joué par la répression de la sexualité dans le développement des violences politiques et religieuses des islamistes, à quel point le refoulement sexuel était un aliment de la violence et de l'agressivité, comme on sait depuis Freud, mais tu le montrais très bien. J'avais juste trouvé cette phrase que je vais juste vous citer. Je crois que si on était libre sexuellement, si chaque homme et chaque femme pouvaient vivre ses passions, la guerre prendrait fin, plus personne n'aurait envie de tuer qui que ce soit, noyé dans le désir, la violence devient une idée vide. Alors la technique si j'ai bien compris ta technique au cours des 3 livres que j'ai lus de toi, Omar, c'est toujours la même. Tu mêles le témoignage vécu à une observation pleine de curiosité et d'empathie pour des détails les plus révélateurs possibles de la vie quotidienne. Tu mêles de manière très habile des souvenirs personnels et de la fiction. On appellera, si tu es d'accord, pour parler d'autofiction, quelle est la part de la fiction et quelle est la part du vécu. Et à travers des petites scénettes très bien troussées, tu fais un portrait de personnages emblématiques de notre quotidien. Tu montres, et ça sera le boulot de Aude de te le faire dire, dans ton dernier livre, à quel point la société française est menacée, comme la société syrienne l'était. Mais je laisse la parole à Aude pour présenter cette fois-ci le livre lui-même, celui qui nous attire aujourd'hui, donc Une chambre en exil. On m'entend. Omar Youssef Souleymane, vous publiez donc Une chambre en exil, on vient de le dire, chez Flammarion, c'est votre 3e roman. Et donc ce roman, Une chambre en exil, c'est d'abord le récit d'un départ, et puis d'une arrivée, un départ donc, où le narrateur quitte son pays, la Syrie, puis les événements, le début de la révolution syrienne pour arriver en France, et plus précisément à Bobigny. C'est l'histoire d'une nouvelle vie d'exilé en France, bien loin des clichés courants véhiculés sur la France. C'est une histoire entre espoir de trouver le grand amour, espoir de vivre d'art, de culture, de gastronomie, et c'est une histoire aussi de désillusion. C'est l'histoire d'un Syrien qui retrouve des bribes de ce qu'il avait fui, confronté à la montée de l'islamisme radical dans certaines parties du pays, dans certains quartiers. Omar Youssef Souleymane, le narrateur, est très largement inspiré de votre histoire, et Brice l'a un petit peu dit, mais c'est une façon très habile de raconter des faits, notamment des faits que vous avez vécus, et donc à travers ce livre, il est indéniable qu'on retrace aussi votre histoire à vous. Et je vais commencer par là, et c'est d'ailleurs par là que vous commencez dans le livre, par cette arrivée. Vous avez fui la Syrie en 2012, vous obtenez l'asile politique en France. Pourquoi fuyez-vous la Syrie à ce moment-là, et comment arrivez-vous en France? Pourquoi arrivez-vous en France? Merci. Bonsoir. Vous m'entendez bien? C'est vraiment un grand plaisir. Vous êtes nombreux. Bien qu'il fait très beau aujourd'hui, il fait chaud. On a envie d'être en terrasse, on boit un verre. En tout cas, il y aura un cocktail après, ne vous inquiétez pas. En fait, vous savez, depuis l'année 63, la Syrie était dirigée, et toujours dirigée par un régime dictatorial, fasciste, qui était créé par Hafez al-Assad. Et puis son fils qui a repris le pouvoir en 2000. Il y avait une année remarquable dans toute l'histoire syrienne et toute l'histoire du Moyen-Orient d'ailleurs. C'était l'année de 2010. Et cette année, il y avait une manifestation complètement imprévue qui a commencé en Tunisie à la suite d'un incendie à un vendeur de fruits et de légumes qui se suicidait à Tunis parce qu'il était giflé par un employé de la mairie de la ville. Ce
qui a déclenché une colère énorme dans ce pays. Et on a découvert qu'il y avait des centaines de milliers de civils qui sont descendus dans les rues. Et ils ont dit qu'on ne rentre plus chez soi lorsque le président tunisien départ. Alors le résultat, je raconte l'histoire très vite. Le résultat, c'était ce que l'on a appelé le printemps arabe. Et le président tunisien, bien sûr, il est parti. Et cette vague de liberté, de révolution, de résistance est arrivée quelques mois plus tard en Égypte. C'était la fin de l'année 2010, où les Égyptiens ont aussi réussi de renverser le régime, où Hosni Moubarak, le président, est aussi parti. Et puis, ça a grandi. Je crois que cette vague de liberté, de résistance, c'était comme une sorte de contamination. Nous, on était éduqués dans un pays, on dit que c'était un pays, mais c'était vraiment une grande prison. Depuis qu'on était petit, on allait à l'école, on répétait tous les matins, à la suite du directeur de l'école, qui disait « Notre président pour toujours », nous, on devait dire le fidèle, le père, le résistant, le grand frère, etc., Hafez al-Assad. Si nous voulions vraiment savoir la situation en Syrie, je pense, on peut lire le roman de George Orwell, 84, c'est vraiment la Syrie. Donc on n'avait aucun espoir que la situation va changer. À l'époque, j'étais étudiant de littérature arabe à Homs. Et une fois qu'on a entendu cette phrase, que Ben Ali Arab, le président tunisien, est parti, c'était fascinant. Donc on a tout abandonné. On était des milliers de jeunes en Syrie. Et on a abandonné nos études, notre travail. À l'époque, j'étais correspondant pour un journal local à Damas, qui s'appelle Blanc et Noir. Et on était comme une génération, d'une manière ou d'autre, droguée par cette vague. Il y a une phrase d'un écrivain américain, Mark Twain, qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et donc on ne savait pas que c'était impossible de faire renverser un régime tellement fort, tellement puissant. Il y avait des réseaux dans le monde entier, tellement fascistes, mais de toute façon, on disait qu'on allait le faire. Et si on allait mourir, il y aura une autre génération qui va gagner ce que l'on appelle la démocratie ou la liberté. Donc, quelques mois plus tard, malheureusement, à cause de la violence, cette révolution est devenue une guerre civile. Et les manifestations, pour plein de raisons, bien sûr, et politiques et sociales, parce que le peuple syrien, d'ailleurs, la Syrie, c'est un pays nouveau. La Syrie était fondue en 1947, juste 1947, après le départ des Français, ce que l'on appelle la République syrienne, géographiquement, comme elle est aujourd'hui. Et donc, et puis on a vécu des coups d'État pendant des dizaines d'années, et puis il y avait la dictature, d'obscurité, en l'année 63, et c'est toujours le cas. Donc on ne se connaissait pas entre nous en Syrie. On répétait toujours une phrase, je me souviens, c'était mes parents et mes grands-parents me disaient, les murs ont des oreilles. À chaque fois, quand nous voulons dire quelque chose, critiquer le pouvoir, ou dire le moins de choses contre le régime ou contre le gouvernement, les murs ont des oreilles. Donc, à travers la révolution, avec la révolution, les murs avaient des langues, n'avaient plus des oreilles. C'était fascinant quand même. C'était un grand rêve. Mais ce rêve est devenu de plus en plus un cauchemar à cause de la violence qui a emmené à la violence. C'est-à-dire les gens ont commencé à prendre des armes, les islamistes ont commencé de profiter de ces mouvements démocrates, ont commencé d'entrer depuis l'Irak, depuis la Turquie, depuis l'Arabie saoudite. Et le plus difficile, c'est que ces islamistes, ils étaient experts. Ils étaient très bien financés, ils étaient très bien organisés. Nous, on était des individus, des groupes politiques qui voulaient juste gagner ce qu'on appelle la démocratie. Alors, en revenant à votre question, à ta question, ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, en fait, finalement, j'ai découvert que je n'avais plus de rôle à jouer en Syrie. À la fin de l'année 2011, j'étais découvert par les services de renseignement. Parce que nous aussi, on avait nos propres agents qui travaillent chez le régime, qui faisaient semblant qu'ils travaillent avec le régime. Donc j'étais informé que j'étais suivi par la police, ce que l'on appelle le Mukhabarat al-Jawiya, c'est vraiment le service de renseignement le plus grave, et d'autres aussi. Et donc je ne pouvais plus... ils sont allés à la maison de mon père, ils l'ont frappé, ils l'ont cherché, heureusement que je n'étais pas là-bas. Et depuis, je ne pouvais plus me déplacer. Donc entre les villes, si je me déplaçais, mais avec une fausse carte d'identité, ce qu'on faisait à l'époque pour se protéger.
Donc j'ai quitté Homs et je suis allé à Damas, où j'ai vécu pendant 3 mois, en cachet, discrètement. Et ce qui était aussi marrant, c'est que j'ai beaucoup pensé à cette période de janvier à 2012 jusqu'à mars 2012, pendant le confinement à Paris, le premier confinement. Parce que c'était vraiment aussi, on vivait un sort de confinement qui n'avait rien à voir avec le Covid, mais avait à voir avec les services de renseignement. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus faire ses courses sans mettre un châle pour ne pas découvrir son visage par la police. On voyait plus ses amis, parce que si un de nous était aussi suivi, les autres seront arrêtés. On sort quasiment plus de la maison. Donc je faisais vraiment rien. Et je faisais tout pour ne pas être arrêté par les flics. Parce que tous mes amis qui étaient arrêtés, soit ils étaient tués, soit ils sont sortis complètement détruits sur le plan et physique et psychologique. Donc le mois de mars, je vous en prie. Ah, vous êtes pas avec nous? D'accord. Donc le mois de mars, j'ai décidé de sortir de la Syrie du jour au lendemain, comme dire, d'un seul coup, parce que et en fait, quand on est déraciné de son propre territoire, on ne pense pas où on va et pourquoi. Enfin, on pense seulement sauver sa peau. Donc j'ai décidé de partir en Jordanie parce que c'était le chemin le plus courant à l'époque pour fuir cette guerre. Et dans ma tête, en fait, je voulais sortir juste pour 2-3 mois maximum, puis je rentrais en Syrie. Mais là, ça fait 10 ans quand même. Parce qu'une fois qu'on sort de son propre territoire, on est arraché de son territoire. On a l'impression qu'on est sorti d'une scène, d'un film, et ce film continue à dérouler. Et nous, on est en dehors de cette scène, on est dans un autre film. Et il y a beaucoup d'événements qui t'arrivent, des événements imprévus. Alors, l'événement imprévu en Jordanie, que j'étais arrêté par la police, mais pour une autre raison. Et voilà, donc ça c'est la raison, si vous voulez, si tu veux, je peux raconter aussi pourquoi j'étais arrêté en Jordanie. Mais après, on va passer à autre chose. Et c'est pas le sujet de ton livre. Si tu parles du livre précédent, je pense que nos auditeurs, des autres professionnels, nos assistants d'aujourd'hui seraient intéressés par savoir ce que tu as vu de la France. Alors c'est ce que tu nous racontes dans ce dernier livre. Installé à Bobigny, dans une chambre, tu regardes par la fenêtre, tu découvres les gens, tu découvres une banlieue française. Et ce qui est terrible, c'est que ce que tu découvres dans cette banlieue française, c'est des choses que tu avais vues à Damas. Je pense par exemple à ce passage que j'ai sous les yeux où tu dis que dans chaque ville syrienne, il y a un imam, un policier et un fou. Et tu dis, à Bobigny, c'était pareil. Tu peux nous expliquer qui était le policier, qui était l'imam et qui était le fou en Syrie et à Bobigny? En fait, c'était l'imprévu. D'abord, avant d'arriver à n'importe quel pays, on a le cliché sur ce pays. Quand on balance le mot Paris au Moyen-Orient, on pense tout de suite à disons, ça dépend de la personne bien sûr, mais en général, on pense au Tour Eiffel, on pense au Perret, on pense à la baguette, on pense à la ville de l'amour, Paris, quand même, vous voyez. C'est la ville de romantisme, la ville de théâtre, de Edith Piaf. Donc on a toujours ce cliché, disons, parisien, disons en Syrie ou au Moyen-Orient en général. Donc quand j'étais dans l'avion entre la Jordanie, entre Amman et Paris, c'était ça ce que j'attendais de découvrir en France. J'avais l'impression tout de suite que je sortirais de l'aéroport à Charles de Gaulle et je vais trouver tout le monde sont très contents, ils sont en train de danser, ils sont amoureux, la vie est belle et tout. Il y a Edith Piaf, il y a Paul Éluard que j'étais tellement attaché depuis quand j'étais d'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle j'ai choisi de venir en France, c'était ce grand poète qui était mon exemple, qui est toujours mon exemple. Et donc, arrivant à Paris, en sortant de l'aéroport Charles de Gaulle, j'étais déjà fatigué d'ailleurs, et j'ouvre les yeux, je trouve RERB qui m'attendait, et des papiers administratifs qui ont poursuivi plus tard, et je me sentais complètement perdu. D'ailleurs, ça dépend des personnes, quand on arrive dans un pays comme des touristes, ça n'a rien à voir quand on arrive comme des réfugiés. Mais l'avantage d'être réfugié, c'est qu'on découvre la ville autrement, et petit à petit, on la découvre de haut. Et donc, à Bobigny, pourquoi c'était une ville particulière? Parce que d'ailleurs, le narrateur raconte dans ce roman, ce que j'ai vécu aussi personnellement. Parce que, pareil, en fait, il déménage dans cette ville pour oublier la violence, oublier la guerre, oublier les islamistes, et recommencer une nouvelle vie, trouver un travail comme un enseignant de la langue arabe,
et peut-être trouver l'amour de sa vie. Mais une fois qu'il déménage, il s'installe dans sa chambre. Il était tellement choqué de cette ambiance, ce que j'appelle l'ambiance de Nia. C'est-à-dire qu'il trouve une fille de 9 ans, de 10 ans qui est voilée. Bon, même en Syrie, on ne trouve pas ça, sauf dans certains villages. Ce que tu dis, c'est que les petites filles à Bobigny sont voilées, alors qu'en Syrie, on ne voit pas les enfants. Non, quand même. En Syrie, on voit les enfants, mais dans des villages très fanatiques. Quand même, voyez. Donc à Bobigny, il trouve ça, donc elle est où la France là-dedans? Et là, ça enchaîne plus tard. Voyez. C'est-à-dire, par exemple, Bobigny, une ville de 100 000 habitants, il n'y a pas de librairie. Donc, on n'est pas en France, dans la France prévue pour se réfugier. Bobigny, de son passé communiste, de sa présence islamiste, c'est une ville vraiment de paradoxe. Une fois qu'on sort de métro, on trouve, il y a les dealers qui chantent à côté de commissariat. Ils sont très contents, ils s'entendent très très bien entre eux. Et il y avait la préfecture juste à côté, il y a une mosquée pas loin, il y a l'imam qui est presque partout. Et par rapport au trois... L'imam, le policier, le fou. Voilà, justement, j'arrive. Pardon, c'est un peu bavard. En fait, l'histoire de l'imam, c'était le plus choquant pour moi, parce que j'ai fréquenté plusieurs imams quand j'étais à Bobigny et ailleurs, parce que j'habitais pendant 7 ans dans la banlieue parisienne. Et quand ils m'ont parlé, ils m'ont raconté des choses tellement choquantes qu'ils ne les racontent pas dans leur discours public, parce qu'ils m'ont traité comme le migrant syrien, musulman, arabe, voilà. Et cet imam m'a présenté son plan d'appliquer la charia en France, les lois de la charia, et créer son État islamique en France. Donc, c'est pas peut-être le moment, parce que c'est un boulot d'expliquer, mais tout est raconté dans le roman, donc je ne vais pas tout raconter, comme ça il achète le roman. Et en fait, par rapport aux 3 pouvoirs, parce qu'on sait, donc, justement, dans chaque petite ville ou chaque village, il y a cette complicité tellement puissante entre l'imam et le policier. L'imam, il présente la société, il a un pouvoir énorme. Un mot d'un imam en Syrie, au Moyen-Orient, il peut déclencher une révolution contre l'État. Tandis que l'imam n'a pas la légitimité de l'État sans le policier, dans un régime dictatorial quand même. Mais alors, chacun a besoin de l'autre. L'imam a besoin de policier pour la légitimité de l'État, et le policier a besoin de l'imam pour la légitimité de la société. Alors, qui est le 3e pouvoir? C'est l'idiot. C'était la seule personne qui a la possibilité et de critiquer ou même insulter et l'imam, et l'État, et le policier, et même le président. Et personne pour... Même il y a des gens en Syrie faisant semblant qu'ils sont idiots ou fous pour arriver à cette liberté d'expression dans un pays. Les seuls gens qui sont libres à exprimer tout ce qu'ils veulent sont les fous. Et donc, ce qui est le plus étonnant pour moi, arrivant à Bobigny, en fréquentant cet imam, à Bobigny ou ailleurs quand même, malheureusement, c'est qu'il y a une sorte de complicité entre cet imam et les politiciens de la mairie. C'est-à-dire, il sait très bien, d'ailleurs, là, j'aimerais bien d'abord raconter pourquoi l'imam a besoin de ces avantages ou cette complicité avec le politicien. En fait, je pense que les frères musulmans en France, depuis les années 90, ont réussi. Bonjour. Ils ont réussi à faire sortir l'islam comme une religion individuelle, à être disons, un sujet politique, en faisant réunir les musulmans autour d'une identité qui s'appelle l'islam. Alors, les politiciens, ils savent trop bien que ces imams vont pousser les musulmans à voter pour eux. Et les imams, ils savent très bien que les politiciens vont les aider à, soit par rapport des terres, de filer des terres d'atouts pas chers pour construire des mosquées ou des locaux, des salles pour leurs conférences, et aussi fermer les yeux sur la parole des imams, c'est-à-dire parler, là on voit d'ailleurs, on le voit, parler de cantine halal dans les établissements scolaires, ça devient un tabou, parler de l'homosexualité dans certaines villes, en lieu hors de question, aller dans les établissements scolaires avec de voiles qui est interdit en France, c'est légitime par rapport à ces politiciens. Donc le plus choquant, c'est que les politiciens et les imams, ils dealent entre eux, et dans un pays, dans le pays de qui? De Paul Éluard. Donc c'était ça le plus choquant pour se réfugier. Voilà. Après, il reste Colédio, vous le trouvez dans le roman. Il existe d'ailleurs à Bobigny.
Et en tenant ce discours, justement, en osant dénoncer la montée de l'islamisme dans ces quartiers, vous dites que vous avez le sentiment de ne plus être le bienvenu en arrivant dans les communautés arabes et de déranger une partie de la gauche que vous appelez la gauche halal, qui, selon vous, n'a pas envie de voir, ferme les yeux devant cette réalité, cette montée de l'islamisme dans les quartiers, dans certaines parties du pays. Donc vous pensez aujourd'hui que vous dérangez une partie de la gauche, cette gauche halal, quand vous tenez ce genre de discours? Oui, malheureusement, c'est toujours le cas. Et je pense que pour cette partie de gauche, pourquoi d'abord je l'appelle la gauche halal? Parce qu'il y a une sorte de complicité entre eux et les islamistes, pas seulement en France, même ailleurs. Dans l'année 79, quand il y a Khomeini, le fondateur de l'État islamique en Iran, il était encore en France, il vivait à côté de Paris. Il était soutenu à fond par une partie de la gauche française. Et ce monstre, une fois qu'il rentre en Iran, les premiers gens qui étaient massacrés par lui sont de la gauche iranienne, sont les communistes iraniens. Tandis que jusqu'à aujourd'hui, il y a une partie de la gauche française soutient Khomeini, soutient Hamas, l'organisation terroriste en Palestine, soutient Hezbollah. Donc pour moi, au début, c'était inimaginable. Pourquoi vous faites ça? Et je pense, alors aujourd'hui, je comprends la raison pour laquelle, une fois qu'on parle de ce sujet, de l'islam en France, on est accusé d'être soit récupéré par l'extrême droite, soit on est des traîtres parce qu'on est d'origine arabe. Pour cette partie de gauche, il est indésirable de parler de ce sujet de la part de quelqu'un, d'une personne d'origine musulmane, bien que ça n'existe pas, mais bon, vient d'une famille musulmane, surtout qu'il vient de Moyen-Orient. Et cette gauche, il pratique un sort, à mon avis, un sort de racisme. Quand on interdit quelqu'un de parler, d'exprimer en France, parce qu'on le met dans ce cadre qui s'appelle le migrant, qui n'a pas le droit de parler de tel sujet, parce qu'il ne connaît pas très bien de quoi il parle, il est ignorant, voilà, ce que je traite d'ailleurs dans le roman, à la part, il y a un personnage qui s'appelle Eva, d'extrême gauche, très très halal. Et ça c'est marrant d'ailleurs, cette gauche. Pourquoi? Franchement, je n'ai jamais compris cette complicité énorme entre eux et les islamistes. Et pourquoi l'islam est devenu un sujet tabou en France? Pourquoi on a le droit de parler de quoi que ce soit? On n'est ni menacé ni insulté. Pourquoi l'islam est arrivé d'être un tabou, pas seulement en France, mais même ailleurs? Alors, à mon avis, il y a plein de raisons de ça. D'ailleurs, ce n'est pas seulement en France. C'était encore une fois le plan des islamistes depuis les années 80-90. De créer ce tabou en jouant les victimes, en jouant avec les sentiments, en manipulant les musulmans individus en France. Parce qu'en fait, tout simplement, qu'est-ce qui unit les musulmans en France? Rien du tout. On a presque 6 millions de musulmans en France. Entre un musulman qui ne sort pas de la mosquée et l'autre qui ne quitte pas le bar, entre un musulman qui parle arabe, l'autre non, entre un musulman qui croit au mariage civil à la mairie, il traite l'islam juste comme disons, un héritage peut-être familial ou comme une identité, et un autre musulman qui veut faire un État islamique, les musulmans en France sont complètement déversés. Donc ça n'existe pas, à mon avis, ce qu'on appelle la communauté musulmane en France. Et adresser à ce musulman, adresser la parole à ces musulmans, à mon avis, c'est dangereux. Pour ça, je ne suis pas d'accord avec Edouard Blenel. Quand il insiste et continue à adresser aux musulmans en France, surtout par rapport à son bouquin pour les musulmans. Pourquoi, à mon avis, c'est dangereux? Parce que, d'ailleurs, ça nous fait penser à la situation des Juifs durant la Deuxième Guerre, qui ont subi de nazis, et on a revu ça durant la manifestation contre l'islamophobie à Paris, quand certains ont mis l'étoile de David sur les poitrines des enfants en disant que les musulmans aujourd'hui en France sont les juifs durant la Deuxième Guerre. Ça, c'est inacceptable. Pourquoi on insiste de faire des musulmans des victimes de racisme français? Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles... C'était quoi la question déjà? Pourquoi vous dérangez une partie de la gauche? Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles, une fois qu'on balance ce sujet, on est accusé, on est traité. Et malheureusement, comme je viens de dire que c'était le plan des frères musulmans, et hélas, ils ont réussi. Grâce à cette partie de la gauche. Cette gauche halal d'ailleurs qui aime parfois répéter que nous sommes en dictature.
en dictature masquée, mais en dictature quand même, et le poids des mots est important. Il y a un passage vraiment que j'ai adoré dans le livre et qui remet un peu les pendules à l'heure, et je vais me permettre de le lire. Vous décrivez une scène où c'est une scène de soirée où il y a deux personnes qui parlent des élections présidentielles de 2017 et finissent un petit peu le débat en disant que de toute façon ils sont tous pareils, les politiciens, que ce soit Hamon, Mélenchon ou un autre, c'est la même chose, et que ce ne sont que des paroles, pour reprendre les mots de Dalida. Et vous écrivez: si seulement ils savaient comment on vote en Syrie. Les électeurs arrivent dans les bureaux, les employés leur remettent une feuille portant un oui et un non. Certains, pour prouver leur amour du père leader, comme il faut l'appeler, et effacer tout soupçon d'appartenance à l'opposition, se font une petite blessure au doigt, votant ainsi avec leur sang. De toutes les façons, tout le monde sait que ces bulletins finiront dans la poubelle le soir même, sans avoir été comptabilisés. Le résultat a été décidé par le chef de l'État lui-même. Pendant 30 ans, l'ancien dictateur Hafez el-Assad l'a emporté avec des scores d'au moins 95%, jusqu'à l'année 99, où il a été élu par 100% du corps électoral. Voilà. De la République. En fait, c'était justement cette comparaison entre la situation syrienne et celle de la France. Alors, il y a deux points à parler, je pense, sur ce sujet. Et il y a le désespoir français parmi les jeunes. Je pense une des raisons pour lesquelles ce désespoir existe aujourd'hui, c'est encore une fois la disparition de la gauche qui a abandonné son rôle principal de défendre la République française. C'est pour ça, parler de la République ou de la laïcité dans certains milieux aujourd'hui en France, ça est devenu un sujet tellement banal, tellement même indésirable, ou même pas le bienvenu, surtout parmi les jeunes et même parmi les élèves. J'anime beaucoup d'ateliers d'écriture dans les banlieues parisiennes, surtout dans les Yvelines, et j'ai découvert ça à fond, tous les jours. Et donc, il y a bien sûr le rôle de l'extrême droite qui a pris cette place de défendre la République. Et l'extrême droite, c'est pas le bon joueur quand même. Oui. Et donc, par rapport à la dictature française, effectivement, ces dernières années, j'ai fréquenté pas mal des gilets jaunes dans les manifestations. Et une fois qu'ils savaient que je les fréquentais par curiosité pour savoir c'est quoi ces mouvements. D'ailleurs, ça m'a tellement excité parce qu'encore une fois, je trouvais qu'il y a des manifs, je pensais à la Syrie, ouais, il y a l'adrénaline qui monte. Mais j'étais tellement déçu par des mouvements qui n'étaient, à mon avis, n'étaient pas du tout pour la France. Et donc, une fois qu'ils savaient que je venais de la Syrie, ils me disaient, bah, nous aussi, on vit chez la dictature. Et Macron, c'est comme Bachar el-Assad, sauf que Macron, c'est un dictateur masqué. C'est la dictature du capitalisme, c'est la dictature de l'impérialisme. Et on vit aussi, voilà, c'est la même situation pour eux. Et pour moi, c'était tellement choquant, comme si ces gens ont envie de vivre chez une dictature. Tandis que quand on dit ça, on vit chez une dictature, et on est en terrasse en train de boire un verre, on risque de ne pas rentrer chez soi le soir même si on était vraiment dans un pays dirigé par un régime dictatorial. Et il y a le plus dangereux là-dedans, à mon avis, dans ce discours, et ça donne un sort de légitimité au vrai dictateur, Bachar el-Assad, qui a massacré plus que 500 000 personnes de son peuple depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. On a plus que 12 millions de Syriens aujourd'hui vivent entre des réfugiés et des déplacés à l'intérieur et à l'extérieur de la Syrie. On a 13 000 enfants ont été tués en Syrie à cause de Bachar el-Assad. Et on a plus que 60% de pays de ruines. Et on fait la comparaison entre lui et Macron. Et il est toujours au pouvoir d'ailleurs, Bachar el-Assad. Donc c'est inacceptable. Et deuxième raison pour laquelle ce discours est hyper dangereux, c'est que souvent, on ne peut pas renverser une dictature par des manières pacifiques. Parfois, il faut vraiment utiliser les armes. Donc est-ce que ces gens appellent à prendre des armes? C'est aussi une question légitime que je pose aux gens qui pensent qu'on vit chez un régime dictatorial. Après, malheureusement, ça a continué. C'est parmi ce qu'on appelle la dictature sanitaire, la dictature de passe sanitaire. Alors, à mon avis, employer le mot dictature là-dedans, c'est vraiment c'est n'importe quoi. Voilà. J'ai peur, cher Omar, qu'en t'entendant parler politique, on imagine que ton livre est essentiellement un essai ou un pamphlet politique. Or, je précise que ce n'est pas du tout le cas. C'est un roman littéraire manifestement autobiographique, mais tu dis le personnage, et on voit bien que ce n'est pas toi.
on peut dire que c'est de la fiction, l'autofiction, comme disent les gens à la mode, mais je ne voudrais pas qu'on s'imagine que c'est un essai. C'est donc un roman, elle a écrit à la première personne, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est aussi un roman d'amour. Je parlais du roman précédent qui était beaucoup tourné vers l'homosexualité. Cette fois-ci, c'est très tourné vers l'hétérosexualité, mais le héros, le narrateur, est partagé entre deux femmes. Celle qu'il fréquente avec son milieu, bobo, qui fait des fêtes, qui fume du shit et qui trouve que critiquer les barbus, c'est faire preuve de racisme, de ce que tu appelles le milieu de la gauche halal. Et ton personnage, dès le début de l'histoire, tombe amoureux par la fenêtre d'une autre femme qui, elle, fait du yoga, qui l'espionne, qu'il suit dans le métro et partout, et dont il découvre qu'elle travaille pour la mairie de Bobigny, qu'elle est Sciences Po, etc. Mais je ne vais pas raconter l'histoire d'amour parce qu'elle est très belle, elle n'est surtout pas sa fin. Mais ce que j'aurais surtout signalé dans ce roman, et ce qui m'a toujours dans tes livres, mon cher Omar, et c'est pourquoi j'ai voulu faire des chroniques, j'ai fait des chroniques qui lui auraient été consacrées, c'est que ta propre situation en France, d'exilé, d'intellectuel arabe, étranger, mais qui n'a pas les yeux dans sa poche, te permet de jeter sur notre pays un regard lucide, dépourvu de préjugés. Et alors, je vais faire le France Culture locale. Freischwebende Intellektual, c'est le mot qu'utilisait Karl Mannheim pour décrire les rares intellectuels dont il estimait qu'ils n'étant liés à aucun mouvement, à aucune classe sociale, ils avaient la liberté de regard qui leur permettait de n'épouser le point de vue de personne et de rester toujours au-dessus de la mêlée. L'intellectuel libre. Et c'est ça que tu me sembles. C'est pour ça que ton œuvre me plaît beaucoup et depuis si longtemps. C'est parce que tu me sembles incarner précisément cette liberté d'esprit. Alors j'aime beaucoup, tu dis, voilà comment je vis mon présent dans la France actuelle, entre traîtres ou récupérés, entre migrants et racistes, mais ces gens ont oublié un qualificatif, libre. Si jamais à l'avenir j'avais des enfants, voire des petits-enfants, j'imagine qu'ils parleraient de moi comme Eva le fait de son grand-père. Ils diraient à leurs camarades, nous sommes immigrés d'origine. Cette liberté, est-ce que tu crois que tu vas la garder longtemps, alors à mesure que tu t'inscris dans le paysage littéraire de ce pays, qu'on parle de toi pour des prix littéraires? Est-ce que tu crois que tu vas garder cette fraîcheur de regard, ou est-ce que tu vas épouser nos lignes de fracture et devenir un intellectuel français comme les autres? En fait, ça c'est l'avantage, je pense, quand on vit entre deux cultures, entre deux langues, entre deux mondes. Car on vient d'ailleurs, aujourd'hui je dis que je suis un Français avec une mémoire étrangère. Et ça, je pense, c'est une richesse, c'est une chance pour soi. Et bien que c'est très difficile de vivre comme un exilé, parce qu'une fois qu'on est exilé à vie. Même quand on rentre chez soi, ce qu'on appelle chez soi, la Syrie ou le Moyen-Orient, qui a tellement changé depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, on restera des exilés. Donc cet exil, ça pourrait être une difficulté ou un malheur, mais ça pourrait être aussi une richesse. En fixant sur la richesse de l'exil, en gardant l'espoir par rapport à cette richesse, on garde aussi sa liberté. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a plus rien à perdre. Je pense comme tous les Syriens, une fois qu'on a perdu sa famille, depuis 10 ans, j'ai vu personne d'autre, ils sont tous en Syrie. On a perdu beaucoup d'amis, on a perdu, disons, c'est la terre de sa naissance. Et la perte, ça signifie la liberté, d'une manière ou d'autre. Et donc, je pense, peut-être on a de la chance de perdre quelque chose. Et la raison principale pour laquelle je suis en France, c'est que j'arrive à vivre et à écrire et à lire tout ce que je veux. Et une fois que je perds cette liberté, c'est-à-dire que je perds mon identité. Et bien sûr, c'est très très essentiel, parce que pourquoi on a tout perdu? Avant tout, c'est pour gagner sa liberté d'expression. Donc c'est pas quelque chose à abandonner. Par rapport d'être intellectuel, je ne crois pas du tout que c'est mon cas. Non, parce que je pense que c'est un bon mot, oui. Pour moi, c'est un intellectuel français, c'est-à-dire qu'il connaît beaucoup de choses que je ne connais pas, que j'ignore. Peut-être. Vous êtes d'accord? Non, juste cette citation, When you got nothing to lose, c'est Bob Dylan. Merci. Ah, pardon.
Oui, moi je rebondis sur ce que disait Brice. Ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, c'est le regard que vous apportez sur notre pays. En fait, c'est un regard un petit peu d'enfant émerveillé devant notre démocratie et devant notre République. Et je trouve que ça fait du bien en fait de lire ça. Et on a un petit peu aussi le sentiment d'être des enfants gâtés de la République, de ne pas se saisir assez de ces cadeaux-là, de la liberté, de la paix, du droit de vote, de pouvoir choisir son représentant. Est-ce que pour vous, on est un peuple d'enfants gâtés? Alors, je ne peux pas dire ça à ce point, mais en fait, j'avoue que la première chose que j'ai remarqué en France, c'était le désespoir, c'était le malheur. Quand se plaindre, se râler, ça fait vraiment une partie essentielle de notre culture. Et j'ai toujours que les premiers mots que j'ai appris de la langue française, parce que quand je suis arrivé en France, je ne pratiquais pas cette langue, c'était putain, fais chier, j'en ai marre. Que les Parisiens les répétaient partout. Et je vous avoue, je ne savais pas ce que ça veut dire. Donc je les ai répétés aussi comme eux. Et c'est marrant parce que j'attendais de voir liberté, égalité, fraternité. Je trouvais putain, fais chier, j'en ai marre. Surtout parmi les jeunes. Encore une fois, par rapport à l'espoir des jeunes français d'aujourd'hui. Tandis pour quelqu'un qui vient d'ailleurs d'un pays comme la Syrie ou du Moyen-Orient, il est un peu étonné de ce désespoir parce que pour cette personne de la France, il ne manque rien. On a avant tout des choses essentielles comme la liberté d'expression. On peut critiquer les politiciens face à eux, donc c'est quelque chose de dingue quand même, qui n'existe pas ailleurs. On peut choisir son président. Ah non mais ça c'est... Vous savez, là j'ai appris la nationalité française il y a juste 5 mois et c'était la première fois de ma vie où j'ai réussi à voter, mais pas commencer, c'est pas oui ou non, avec à 100% de corps électoral. Et le moment de vote, le premier tour, c'était le moment, c'était vraiment la fête pour moi, c'était la champagne, c'était... J'allais au bureau, j'étais la première personne d'ailleurs à l'ouverture du bureau. Et une fois que j'ai mis le papier dans la boîte, j'avais tellement envie de revoter sans s'arrêter pour rattraper toutes les années que je ne devais pas voter. C'est-à-dire on a vraiment une sorte de soif pour choisir, pour exprimer, pour savoir comment. Donc c'est tellement puissant et tellement fort pour quelqu'un qui vient d'un pays dictatorial. Et je pense absolument, je ne dis pas du tout que la France est le paradis, on a beaucoup de choses à changer, on a beaucoup de choses à faire, à progresser, mais on garde toujours cette manière de changer la situation de manière pacifique, en profitant de la démocratie, parce que je pense qu'on est toujours en vie de démocratie, en faisant des manifestations, en créant des associations, en luttant, en parlant, en faisant des débats. Et avant tout, à mon avis, c'est travailler sur le terrain, c'est-à-dire aller, surtout par rapport aux extrémistes, qui vivent en France, et surtout pour moi les islamistes dans la banlieue. Je pense qu'il faut qu'on y aille vers eux, vers ces quartiers abandonnés par cette partie de la gauche malheureusement, et récupérés par ces islamistes. Comme on dit en France, la nature a l'horreur du vide, n'est-ce pas? Donc ces quartiers qui étaient abandonnés par certains intellectuels français et certaines gauches sont récupérés par les islamistes qui sont devenus les porte-parole de ce quartier. Et je pense que c'est ça le plus dangereux. Donc pour lutter contre ces islamistes, on n'est pas, je pense que ce n'est pas la peine de juste parler, mais aussi travailler sur le terrain. Et heureusement qu'il y a pas mal de projets actuellement pour faire ceci. Mais on a besoin de temps. Oui, je disais que c'est un roman d'amour. C'est aussi un roman de mœurs sociales, de critique de mœurs sociales. Et le regard que tu portes sur notre société, enfin sur un microcosme, parce que le narrateur est partagé entre sa banlieue et ses islamistes et ces flics qui regardent le deal se dérouler sous leurs yeux, mais qui font surtout leurs courses au supermarché local et qui rentrent sans rien voir. Et puis il y a ce milieu qui est celui de sa petite amie dont il ne veut plus d'ailleurs. Tu n'as pas, je disais, les yeux dans ta poche. Comment tu procèdes? Est-ce que tu as un petit carnet et tu notes? Dans ton héros, il est souvent dans une pizzeria où il se passe beaucoup de choses, où il rencontre des gens, où il fait une espèce de catalogue de la société française. Comment tu prends tes notes? Et en plus, ils sont particuliers, ils ont un langage qui est particulier et que tu reproduis assez justement. Comment tu fais concrètement? Tu as un petit carnet sur toi ou tu as une bonne mémoire?
Je crois qu'on a besoin vraiment une mémoire parce qu'à mon avis, l'écriture, c'est la mémoire avant tout. Mais aussi, j'ai ce carnet, je garde toujours, il est déjà là. Et alors, pour évoquer cette société, c'est-à-dire un roman je peux dire que c'est un roman d'inspiration autobiographique. Tout ce que j'ai écrit, je n'ai jamais écrit de la fiction. Et j'avoue, je ne sais pas ce que ça veut dire la fiction. Parce que je pense que tout ce qu'on écrit, personnellement, tout ce que j'écris, c'est inspiré des vraies histoires, des vraies expériences que j'ai vécues, des dialogues, des rencontres. Alors, entre Eva et Violette, Eva, la maîtresse de narrateur, c'est inspiré de plusieurs histoires que j'avais vécues. C'est pas une seule personne. Et Violette, c'est pareil. Et donc, Eva, c'est la personne qui veut sauver le monde, tandis qu'elle est complètement perdue dans sa vie personnelle. Et Violette, c'est l'inverse, elle s'en fiche complètement, elle peut seulement se sauver du monde. Et donc, il s'identifie, le narrateur, il s'identifie entre les deux. Mais par rapport aux lieux, les descriptions des lieux, les personnages, d'ailleurs, le personnage de Fouad, le barman, qui est aussi d'origine tunisienne, qui est toujours en conflit avec l'imam, qui est aussi d'origine maghrébine, ça représente, ça m'intéresse beaucoup de parler de lui, parce que ça représente l'autre côté des gens, des Français d'origine arabe, qui sont mal compris, parce qu'ils sont traités, mettés dans un cadre par l'extrême droite, en disant que vous êtes arabe parce que vous êtes ça, machin, qui lui n'a rien à voir avec ce discours. Et donc, entrer dans tous ces détails et parler de ces gens, je crois que c'est ça le travail de l'écrivain, à travers son regard. Et comme tu as dit, c'est que quand on vient d'ailleurs, par exemple, si maintenant on prend l'avion tous, ou on prend le train pour les écolos, on va à Damas. Mais à Damas, c'est un peu compliqué le train, vous allez. Bon, c'est impossible d'ailleurs. Vous allez remarquer des choses que je ne peux pas remarquer, parce que j'étais éduqué là-bas, je connais la ville par cœur. C'est pareil pour moi, ici, que je peux remarquer des choses, disons, imprévues. Donc c'était l'idée principale de ce roman. Voilà. Et c'est aussi, c'est un roman d'amour, mais c'est aussi un magnifique roman sur l'écriture, sur le pouvoir des mots. Et on comprend dans votre vie le pouvoir de la poésie notamment, Éluard notamment, avec le poème Liberté. On comprend en fait que l'écriture, la poésie, c'est un petit peu votre nouveau pays. Et d'ailleurs, vous écrivez en français. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu le moyen de s'affranchir du poids d'une langue que vous associez aujourd'hui à des souvenirs, à quelque chose voilà, qui ne vous permet pas d'être libre? Justement, en fait, écrire sur, disons, l'écriture, ou comment se servir à l'écriture, c'était proposé par mon éditrice qui est là, Louise Zanon. Et je pense que ça arrive peut-être par hasard à l'écriture, parce que dans notre famille fanatique, très, très croyante, apprendre l'ancienne poésie arabe qui était écrite avant l'islam, c'est très très difficile. Ça fait partie de son identité à l'époque. C'est pas pour la poésie, mais pour être fort dans la langue arabe qui fait partie de la religion. Et je me souviens, mon père m'avait proposé un défi au début des vacances de l'été, j'avais 8 ans. Il me dit, si tu arrives à citer le poème de Tarafa ibn al-Abd par cœur, je te donne 100 000 livres. 100 000 livres à l'époque, c'était $2 000, donc c'était utile pour le gamin que j'étais. Et donc, et comme j'aime beaucoup l'argent, en fait, j'ai passé des semaines. Tarafa ibn al-Abd, c'était un poète existentialiste, adorait l'alcool, adorait le voyage, et il avait une langue magnifique. Et donc j'ai passé les semaines suivantes en répétant ce poème qui était de 104 vers. C'est-à-dire, 50 vers, c'est énorme et c'était très difficile d'apprendre. Et donc c'était mon propre défi. Et un jour, après le dîner, pendant que mon père prenait une santé, je lui ai fait une surprise. Et j'ai cité le poème par cœur en arabe. Et là, il était tellement étonné, il n'a pas arrêté de me prendre des photos. Il m'a demandé d'ailleurs de reciter le poème, mais là-bas, la condition, c'est sans aucune erreur. Donc j'ai réussi. Et il m'a dit, bravo, maintenant tu es fort dans la langue arabe. C'est-à-dire pour lui, tu es fort dans l'identité arabe. Ce n'est pas par rapport à la poésie. Il m'a dit, tu veux que je te file le 100 000 livres maintenant, ou je le garde? Je dis non, tu le gardes parce que je ne savais pas ce que je dois faire avec ça, avec ce somme d'argent. Donc, des années plus tard, je suis tombé par hasard dans un rayonnage de la librairie de la ville, sur un recueil de Paul Éluard. C'était un recueil de collection, en fait,
C'était traduit en arabe, bien sûr. Une fois que j'ai lu ce livre, je suis tombé amoureux au style de Paul Éluard. Son monde, je m'identifiais à Paul Éluard à travers le pouvoir des mots. J'ai refait ma vie. Et donc Paul Éluard, pour moi, et c'est toujours le cas, l'exemple bien sûr. Alors après, on est allé en Arabie Saoudite avec mes parents, où voilà, je me suis radicalisé, mais c'est encore une autre histoire. C'est ton premier livre. Oui, c'est ça. Petit terroriste. Oui, et elle n'est pas là. Et après, quand on est rentré en Syrie, j'ai étudié le bac scientifique, parce que c'était aussi fait partie d'un héritage familial. Étudier la littérature en Syrie, c'est pas très désirable, parce qu'on est considéré comme des gens beaucoup moins intelligents, pas très respectés. Mes parents étaient dentistes, j'ai 3 ans qui sont médecins, 2 ans qui sont architectes, voilà. Mais moi, j'étais nul dans le scientifique, donc j'ai passé 2 ans d'enfer. Même j'écrivais des poèmes pendant les examens de bac. Une fois que le bac a fini, donc j'ai quitté la maison, j'ai fait une sorte de révolution. Et j'ai vécu mon premier exil de vie. C'est-à-dire, j'ai dit à tout le monde que je m'en fiche complètement et de votre religion, et de votre parcours, et de votre histoire. Et je voulais étudier d'autres choses. J'avais 18 ans quand même, je voulais faire la littérature arabe. Et c'était complètement étonnant pour eux. Même certains d'eux ont pensé que j'étais devenu complètement fou. Donc mon père, officiellement, m'a abandonné à cause de ça, et la majorité de ma famille aussi. Et le paradoxe là-dedans, c'est que l'écriture, ou la littérature, ou la poésie, c'était la raison pour laquelle je suis devenu exilé à cet âge-ci, mais aussi à travers l'écriture, j'ai découvert mon propre pays, ma propre identité. C'est tellement paradoxal. Et c'est toujours le cas. Je pense que l'écriture, c'est vraiment un pays. On peut vivre vraiment à travers la création littéraire. Et ce n'est pas seulement une métaphore pour moi. Donc c'est un sort d'existence, mais pas un loisir d'écrire. Et je cite, « Mon père a gardé les 100 000 livres, il a regretté de m'avoir ouvert les yeux sur la poésie. Il n'avait pas deviné que ça m'emmènerait vers une autre rive, celle de la liberté et du pouvoir des mots. » Est-ce que tu écris encore de la poésie en arabe ou en français? Non, en fait, ça fait des années que... D'ailleurs, je suis arrivé à l'écriture en français aussi par hasard. Mais il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de rendez-vous, comme dit Edouard d'ailleurs. En fait, en 2016, j'ai écrit Le Petit Terroriste en arabe et je cherchais un traducteur. Et j'ai rencontré mon éditrice là, dans un salon de livres à Brie. Et c'est elle qui m'avait proposé d'écrire dans la langue de Loire parce qu'elle avait l'impression que je peux créer mon style dans cette langue, pas comme un réfugié en France, mais comme un exilé dans cette langue, comme quelqu'un intégré dans la langue française. Et depuis, en fait, j'ai abandonné. Donc c'était tellement, pour moi, c'était un peu étonnant et en même temps, c'était génial, quoi. Je me suis dit, je vais essayer. Je l'ai essayé. Et donc j'ai passé les mois suivants j'ai abandonné le manuscrit en arabe et j'ai passé les mois suivants à réécrire le livre en français, en pensant en français. Et ça n'a rien à voir avec la traduction, quand on pense dans une nouvelle langue, quand on rêve dans cette langue. Et donc je suis arrivé à l'écriture en français à travers cette excellente expérience qui a vraiment changé ma vie comme écrivain. Et les livres suivants, je les ai écrits en français. Alors par rapport à la poésie, ça fait aussi environ 3 ans que j'écris la poésie en français et je la traduis en arabe. Je traduis la poésie dans ma langue maternelle. C'est un peu schizophrène quand même, mais je trouve que... Tu cherches les mots. Est-ce que tu dois chercher les mots non, en fait c'est les mots qui me cherchent parfois. Et vous faites référence aussi dans le livre, dans la langue arabe, certains mots, notamment par rapport à la place de la femme dans la culture arabe, certains mots qui désignent à la fois une femme et à la fois quelque chose de toujours très péjoratif. C'est aussi un roman avec beaucoup d'humour. Et c'est ce qui fait que c'est extrêmement plaisant à lire. Pour parler d'un autre sujet, c'est évidemment, on retrace en filigrane avec cette arrivée en France, cette histoire, la guerre en Syrie. Vous décrivez donc aussi la réalité de la guerre, cette réalité-là, les bombardements, les nuits de peur, vous écrivez. Et on était obligés de dormir dans les couloirs pour éviter les balles qui fusaient, des matins de peur, etc. Cette énumération tragique. Et ça, donc voilà, ça fait forcément écho aujourd'hui à la guerre en Ukraine, à la situation en Ukraine, cette guerre de la Russie contre l'Ukraine. Est-ce que vous ressentez de fait une solidarité particulière avec le peuple ukrainien aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression de revoir un petit peu
des bribes de ce que vous avez vous fui? Effectivement, parce que depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de Syriens qui vivent en dehors de la Syrie. Elle est tellement envie d'y aller. Et je n'étais pas parmi ces Syriens, mais malheureusement, je n'ai pas réussi pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ennemi partagé entre les Ukrainiens et les Syriens, c'est la même, c'est Vladimir Poutine. C'est à cause de Poutine, la Syrie était, le régime syrien était sauvé. Et c'est au contraire ce qu'il dit Mélenchon, que c'est la raison principale pour laquelle je n'ai pas voté pour lui. Bon, ça n'a rien à voir. Il ne fait pas, en fait, encore une fois, la politique, mais bon, qu'il a dit franchement, très clairement, pour Poutine a réglé le problème de la Syrie. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc je pense qu'il n'a pas réglé le problème de la Syrie. Au contraire, il a détruit la Syrie. On a l'officier russe, Alexandre Barakov, je pense, il me semble très bien de son nom, qui était un criminel de guerre, qui a détruit la majorité de l'ancienne ville Alep, une ville historique, qui ont assassiné des dizaines de milliers de civils depuis 2015, depuis l'intervention des Russes en Syrie jusqu'à aujourd'hui. Et sans les Russes, le régime syrien tomberait. Parce qu'avant, les Russes, ils contrôlaient juste moins de 30% de la Syrie. Et 2 ans plus tard, après l'intervention russe en Syrie, là aujourd'hui, ils contrôlent presque 80%. Voilà. Pardon. Je pense que ce serait pas mal de donner la parole à la salle, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de poser quelques questions. Oui. Merci beaucoup, merci, et d'abord merci beaucoup Omar Suleiman d'avoir accepté cette invitation. Tout le monde est passionné, tout le monde sera passionné par le livre aussi. J'aurais plein de questions, mais peut-être une ou deux remarques avec une question. C'est la première, c'est que vous êtes très précieux, parce que, pour toutes les raisons qui ont été dites, parce qu'avec votre œil à la fois extérieur et votre œil intérieur, vous apportez évidemment quelque chose sur le plan littéraire, bien sûr, mais aussi sur le plan des idées. Et tout ceci se passe dans un contexte où il y a un combat idéologique, un peu au cœur de ce que le laboratoire de la République essaye de faire. Et le risque de ce combat idéologique, c'est d'être un combat défensif, de parler pour témoigner, de parler en minoritaire qui a déjà accepté une forme de défaite face à une forme de vague de fond très forte. C'est un risque, c'est pas une fatalité, c'est un risque. Et face à ce risque, les personnes comme vous sont très précieuses. Il y a donc une première question extrêmement difficile, je le reconnais, c'est comment on fait pour avoir beaucoup de Omar Suleiman dans le futur? Comment est-ce que c'est pas juste un combat d'un individu absolument magnifique à mes yeux, mais comment on fait pour multiplier aujourd'hui, alors on va voir quelques éléments en tête, mais vu de votre point de vue, et surtout puisque vous allez à la rencontre des élèves, des jeunes, comment vous arrivez-vous à semer des graines de Omar Suleiman dans ce que vous faites? Quelle stratégie vous recommanderiez? Et comme un autre enseignement de votre vie et de votre écriture, c'est qu'évidemment il faut avoir une vision internationale du sujet, si elle est totalement franco-française, subit le sujet, et c'est d'ailleurs une meilleure façon de traiter que parfois même de ridiculiser certaines choses, comme vous le faites très bien, précisément en montrant à quel point, par exemple, ceux qui méprisent le vote se mettent dans une situation scandaleuse, vu le caractère précieux de la démocratie dans le monde tel qu'il est. Et votre témoignage de Syrien de ce point de vue-là est fondamental. Est-ce que, si on a cette approche internationale, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de Omar Suleiman, latent ou patent, potentiel ou existant en Syrie aujourd'hui, ou dans le monde arabe en général? Est-ce que cette structuration du monde des idées que vous voyez en France, elle existe un peu de la même façon en Syrie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des républicains syriens dans l'opposition syrienne d'aujourd'hui, ou est-ce que c'est seulement des courants islamistes, l'objet de ces plusieurs des courants islamistes divers? Et donc, c'est un peu la même question, mais cette fois-ci sous un angle moins français. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une vague de Omar Suleimanisme dans le futur en dehors de la France? Non, mais je crois en fait en France, tout simplement, on est si nombreux à défendre ce pays contre tous les extrémistes. Et le problème, ce n'est pas le monde, à mon avis, c'est qu'on n'est pas bien organisé, qu'on n'est pas bien regroupé. Et encore une fois, on n'a pas suffisamment de travail sur le terrain. Et donc, et par rapport au Coran,
savons tous ce que vous dites, parce que je pense que la République, ni ou moi, c'est comme un arbre. On a besoin de soin, prendre soin de cet arbre pour l'agrandir, pour le protéger, etc. Et donc c'est un sujet un peu abandonné aujourd'hui en France, tandis que pour les gens qui viennent d'ailleurs, peut-être ils le sont, ils voient ce risque. En faisant la comparaison entre le pays d'accueil, la terre d'accueil et la terre d'origine, et la France d'hier et la France d'aujourd'hui. Vous savez, la majorité de mes amis, de mes meilleurs amis, ils ont déjà vécu la France des années 60-70, et cette France les manque. Alors, je ne parle pas du tout de la France disons, de rattraper l'héritage français ou refaire vivre la France des années d'auparavant, comme Éric Zemmour a dit. Je ne suis pas du tout d'accord, mais je veux dire qu'il y a une sorte de manque vis-à-vis de la laïcité, vis-à-vis de la République, qui devient de plus en plus détruite, on vit aujourd'hui dans un pays de malentendus, des extrémistes, pour plein de raisons. Alors pour lutter contre ça, on a beaucoup de manières. Je pense que chacun a son terrain, mais le plus important, c'est de créer un sort de front de lutte et de résistance contre tous les extrémistes de la France. Merci. Tu as beaucoup cité Paul Éluard pendant ton intervention, et ça me fait penser à un série qui s'appelle Capitale de la douleur. Du coup, je voulais un peu utiliser ce titre pour poser ma question. Est-ce que tu trouves que Paris s'est passé un peu de la capitale de l'amour à la capitale de la douleur? Et si oui, pourquoi? Non, je pense que Paris, c'est la capitale de l'absurdité. la capitale de paradoxe. Et tant mieux. C'est malgré tout toutes les difficultés à Paris, mais ni au moins on a de la chance. Personnellement, j'ai de la chance de vivre ici, parce que quand on se balade à Paris, je me sens un peu perdu. J'aime bien ça d'être perdu dans la foule, disons, parisienne. Et aussi, c'est Paris, c'est comme un roman sans fin. Ça fait environ 10 ans que je vis à Paris et alentour. Et chaque jour, je découvre un nouvel événement, je vis une nouvelle expérience. Ça n'existe pas ailleurs, tu vois. Donc, tant mieux. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses à Paris qui sont dures et difficiles. Enfin, c'est bien sûr. Merci. Oui, j'ai été évidemment émerveillée de votre existence, en fait. Vous êtes un petit miracle. Moi, je suis... Merci, moi, je vous aime. Oui, non, mais je parle de miracle parce que moi, je suis la gauche arabe. La gauche arabe, d'accord. Tant mieux. C'est le contraire d'Alal. La gauche halal. Voilà. Et donc, j'ai eu dans ma vie l'occasion d'aller fréquemment en Syrie entre 2003 et 2005. Et donc, je voulais justement vous demander, vous étiez tout petit, vous étiez jeune, mais déjà à ce moment-là, je voyais bien, il y avait des tas de gens, moi je fréquentais des universitaires beaucoup, et il y avait pas mal de démocrates. Et je sentais que le régime s'islamisait, en tous les cas se rapprochait beaucoup des islamistes. Il y a plein d'anecdotes évidemment, mais moi j'étais la compagne d'un ambassadeur en poste à Damas, et lorsque on recevait des officiels à la résidence, lorsque je leur serrais la main, ils faisaient comme ça, ils ne me touchaient pas la main, d'un gouvernement soi-disant laïque. Donc j'avais vu qu'en fait la Syrie devenait un peu comme l'Algérie, hein, le FLN qui avait toujours eu un fond islamiste bien sûr, mais qui se rapprochait des islamistes pour empêcher l'émergence des démocrates. Et donc justement, vous pensez, parce que lorsque Bachar est arrivé, on pensait qu'il y avait une ouverture possible. Mais en fait, ce sont des autoritaires. Et je crois qu'ici, c'est la même chose. Le problème, c'est pas tant, c'est vrai qu'on est des enfants gâtés de la démocratie, mais c'est que ce sont des antidémocrates. Okay. Ce sont des autoritaires, les gens qui disent qu'on est en dictature, en fait. Et donc, je pense que votre expérience, elle est vraiment extrêmement importante parce que les autoritaires
ils ne disent pas les choses par hasard et ils ne se rapprochent pas des islamistes par hasard. C'est parce qu'ils se retrouvent entre autoritaires. Et juste, je voudrais citer, excusez-moi, parce que vous êtes un écrivain tout à fait remarquable, mais à propos de la Syrie, pour qu'on sache bien de quoi il s'agit, je recommande vraiment le livre Opération César, hein, parce qu'en Syrie est utilisé par le régime le même type de répression qu'en Argentine, la disparition forcée. C'est-à-dire qu'on enlève clandestinement les opposants, on les torture dans des centres de torture clandestins et on les fait disparaître. Mais ce qui est particulier encore à la Syrie, et c'est ça, c'est un mixte d'horreur, c'est qu'on les marque, on leur met un numéro à ces corps. Donc vraiment, c'est un pays épouvantable, c'est un régime extrêmement terrifiant. Oui, effectivement, vous avez raison. D'ailleurs, César, c'était un des gardiens d'une des prisons de régime. Il a réussi de filmer presque 30 000 civils étaient torturés à mort par le régime. On a mis les numéros sur leur corps. Il a réussi d'aller aux États-Unis. Il a témoigné devant le Pentagone. Et le régime, ça a été puni économiquement. On est très fort de punir les autres économiquement au monde occidental, mais malheureusement, ça n'a rien, souvent. Et donc, Rose, ce que vous dites sur la complicité entre les islamistes et les dictateurs, c'était toujours le cas, ce sera toujours le cas, que, surtout entre une religion monothéiste comme l'islam, pourrait être très efficace pour une dictature. Et l'influence des frères musulmans depuis les années 50, 60, 70, et puis quand c'était, disons, déclenché pile en 82, parce qu'il y avait une bataille énorme entre le régime et les frères musulmans dans une ville comme Hama. Ils ont abandonné la politique parce qu'elle était détruite par le régime, mais ils ont commencé d'être influencés dans la société syrienne en faisant des discours religieux et en faisant. Une fois, je suis tombé sur les photos de ma grand-mère dans les années 70. Elle n'était même pas voilée, elle était sur la plage, au Mayaba, avec ses potes, en train de boire. J'étais tellement étonné. Et comment, je me demandais de ma mère, comment mamie était pas voilée. Elle m'a dit à l'époque, elle ne savait pas ce que c'était la vraie religion. Et puis, plus tard, quand je suis devenu adulte, j'ai cherché sur cette histoire et j'ai découvert que les frères musulmans, ils ont abandonné la politique officiellement, mais ils ont suivi d'autres politiques, celle de pouvoir de la société. Et donc, à l'époque, ils ont commencé de diffuser des livrets, des chansons, des poèmes, tout ça sur l'intérêt du voile, à quel point une femme voilée est une femme libre parce qu'elle garde son désir pour son mari, machin. Et de petit à petit, le voile est devenu le cas général en Syrie. Et c'est ça le plus dangereux. Une femme pas voilée est traitée comme une femme facile, à ce point-là. Et en conséquence, ma grand-mère est devenue voilée. Malheureusement, ce qu'on vit aujourd'hui dans certains milieux en France aujourd'hui. C'est épeurant. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence, cette discussion. C'est pour rebondir sur le même sujet. Aujourd'hui, s'est terminée à Bruxelles la conférence de l'Union européenne pour soutenir la population syrienne. C'est la 6e ou la 7e conférence. Je pense tous les ans avec cette conférence. Et il y a eu 6,5 milliards d'euros qui sont promis pour soutenir la population syrienne. Hier, j'ai regardé en direct sur Internet des larges extraits, des larges parties de cette conférence et j'ai vu énormément de Syriens. Et j'étais impressionné par leur maturité et leur diversité. Ils avaient du courage, ils avaient de la volonté, et ils avaient de l'intelligence. Et ils avaient beaucoup de modestie. Et ils demandaient juste éventuellement à pouvoir les aider à établir la justice, à commencer la transition, pour pouvoir éventuellement travailler de nouveau ensemble à reconstruire la Syrie. Je voudrais avoir ton avis sur cette répétition des conférences. Alors la crise militaire continue à augmenter, à être encore plus grave qu'auparavant. Et puis sur les ONG syriens qui travaillent dans la totalité de la société civile, et la nouvelle génération qui monte actuellement et qui sont très attachés aux idées de la révolution que vous avez commencé à l'époque en 2011.
Merci beaucoup. Merci. En fait, je pense que banaliser la guerre syrienne, c'est le plus, ou n'importe quelle guerre, bien sûr, c'est le plus grave. C'est-à-dire, avec le temps, comme c'est devenu quelque chose, un sujet normal d'avoir des centaines de personnes tuées en Syrie par jour, on est devenu habitué à ça. Alors, ce type de conférence réveille la cause syrienne. C'est ça l'intérêt. Et par rapport à la nouvelle génération, effectivement, il y a des jeunes aujourd'hui qui ont grandi durant cette guerre. L'enfant qui avait 10 ans en 2011, aujourd'hui il a 21 ans, c'est un jeune homme qui pense autrement, qui connaît la réalité beaucoup plus fort, beaucoup plus profondément que nous, ceux qui vivent en France. Donc c'est à eux de continuer ce chemin, et qui sont une génération qui a peur de rien d'ailleurs. Ils attendent juste le moment d'une sorte de faiblesse de ce régime pour recommencer cette révolution. Et on connaît pas mal d'ailleurs en Syrie qui sont prêts. Bonsoir, je voudrais revenir sur la partie de votre roman qui touche à votre vie en France. Roman que je n'ai pas lu. Moi non plus. Aucune opinion. Vous faites une description assez dramatique de tous ces événements, de tout ce que vous avez vécu. Je suis un peu interrogative sur votre vision de la République et ce qu'on fait. Je m'explique. En France, on a une République qui, au travers par exemple du programme de l'ANRU, sur les 10 ans à venir, mobilise 14 milliards pour les quartiers prioritaires de la ville. On a un ministre qui était là il y a quelques instants, qui a dédoublé les classes dans les banlieues. J'ai moi le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour lutter contre ce que vous dénoncez, ce que vous avez subi et dont je ne me réjouis évidemment absolument pas. Donc au fond, je suis en train de vous dire que je trouve un peu injuste avec ce qui est fait, un peu muet en tout cas dans ce que vous avez expliqué, et du coup assez paradoxalement vous avez fait renaître chez moi ce que vous appelez la gauche halal, qui est plutôt la gauche cachère chez moi, mais enfin ça revient bien de plutôt la gauche cachère. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est une question? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Oui, en fait, moi, justement, moi, je n'accuse personne par rapport à ce que je viens de raconter. Je raconte ce que j'ai vu, ce que je vois. Oui. C'est pas la culpabilité de l'État, c'est pas la culpabilité, je culpabilise personne là-dedans. Lorsque vous dites que l'État a déposé ou a mis pour sortir de cette situation terrible en France, je pense d'ailleurs que le problème n'est pas né aujourd'hui. Je parle de malentendus, je parle de racisme, je parle d'extrémisme. Ça naît depuis peut-être la fondation de la loi de regroupement familial, car on a mal intégré les familles qui sont venues depuis le pays de Maghreb surtout. Je vous donne un exemple. Par exemple, en 2012, j'ai reçu un appel de la part de l'OFRA pour faire un stage pour d'intégration en France. À l'époque, d'abord, je ne parlais pas français. Je vais dans la salle de l'intégration en France. Je passe une journée où il y avait des gens qui disent, il y avait des gens comme moi qui ne parlaient pas français, puis il y avait quelqu'un qui entre dans la salle, il parle toute la journée de je sais pas quoi, j'ai rien compris. En fait, moi j'attendais, j'étais très content, avec mon stylo pour noter et tout, de connaître l'histoire française, les lois françaises, mais j'ai rien compris. À la fin de la journée, il nous a filé des attestations en disant bienvenue, vous pouvez continuer vos démarches administratives. Et quelques mois plus tard, j'ai obtenu une carte de séjour pour 10 ans, pour vivre pour 10 ans en France. Est-ce que c'est ça l'intégration? Donc je pense qu'on a besoin de faire des efforts. On pourrait être intégré en France, mais c'est l'un de ces efforts, des efforts personnels. Oui. Donc je pense qu'il y a un rôle de l'État à jouer, et je pense qu'il y a un rôle de la société à jouer. Je pense que c'est notre rôle quand même, en commun. Donc l'État n'existe pas sans nous, et l'inverse, je pense. Mais absolument, si je ne suis pas au courant combien de milliards l'État a déposé déjà? Je travaille dans ce domaine-là, donc je connais un peu le sujet. La politique de la ville, c'est pour les 10 prochaines années, 10 milliards, déversés, presque 14 milliards même, déversés sur 470 quartiers prioritaires de la ville. On refait des logements, on fait la résidentialisation, on soutient les assos, etc. Enfin, et c'est jusqu'à quand Et ça va être jusqu'à quand? C'est-à-dire pour les 10 ans suivants? Je crois que le programme va jusqu'à 2030 aussi. C'est bon. En attendant jusqu'à 2030, on en parlera. Parce que c'est ça vient de filer là, donc on verra. Mais ça fait plaisir d'entendre ça. Merci. C'est un grand plaisir. Il y a un aspect du livre dont on n'a pas parlé et qui personnellement m'a beaucoup touchée. On pourrait lire votre livre comme un manuel
un vade-mecum à l'usage de l'étranger qui vient seul et qui ne veut pas sombrer dans le désespoir. Et ainsi, vous inventez des dialogues avec Louise Michel, qui est juste le nom de la rue dans laquelle il y a la maison, avec le boulevard Paul Éluard, même si par ailleurs Paul Éluard est un personnage fondamental de votre vie. Quand vous vous retrouvez sur un banc, vous faites aussi, vous avez une empathie immédiate. Fouad, la première fois que vous le voyez, vous remarquez son regard, sa tristesse, son espoir. Et c'est ainsi, tout le livre est truffé. Et puis, c'est vivre en poésie. À chaque fois qu'une journée est un peu plombée, vous fabriquez une histoire sur le banc. Vous pensez à l'arbre, et ainsi de suite. Et j'ai trouvé que cet aspect à la fois très pudique et très fort de vouloir chasser. Et vous avez une phrase qui le dit d'ailleurs, que j'avais notée. Vous dites... c'est son remède pour ne pas tomber dans le désespoir, car le bourreau serait trop content, il ne faut pas lui donner cette chance. C'est vrai, oui. Oui, je suis d'accord avec cette phrase. Parce que justement, c'est la seule chose qui reste pour continuer. On n'a pas peut-être d'autres choix, malgré la perte, malgré le malheur. Je me souviens quand on était petit, les seules fois où on voyait ma mère, parce que mes parents ont divorcé depuis quand j'avais 4 ans, c'était durant des vacances, ils nous emmenaient à la mer. La mer nous emmenait à la mer, la Méditerranée. Et à la Méditerranée et la plage, il y avait une source pure. C'était incroyable. Qui sort de l'eau sel. On pouvait boire de l'eau pure, cette source. Et pour moi, cette source, c'est comme un côté de la mémoire, un côté magique de la mémoire. À travers ce côté, en gardant ce côté positif et beau, on peut garder toujours l'espoir pour l'avenir. En écriture, en écrivant, quand on écrit ça, bien sûr. Bon, Bonsoir à tous, je vous remercie pour votre conférence très intéressante. Et je me demandais, quand vous êtes arrivé en France, vous ne parliez pas encore français, mais comment avez-vous appris le français? Quelle a été votre plus grande motivation pour l'apprendre au français? Est-ce que c'était pour vous imprégner de la culture française, vous assimiler, ou est-ce que c'était pour pouvoir communiquer avec les personnes? Parce que c'est dommage quand on est dans un pays de ne pas pouvoir bien communiquer avec les personnes. Oui, c'était une plus grande barrière. Oui. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je fais des erreurs en français. Et donc, en fait, au début, c'était très difficile d'apprendre cette nouvelle langue, parce que comme la langue française est tellement loin de la langue arabe, en arabe on écrit de droite à gauche, en français c'est l'inverse. En arabe on a seulement 3 temps, en français on a combien de temps? On parle plus, on a 30 ans, voilà. Et donc c'était vraiment pas évident et très très difficile, même pour d'imaginer qu'il y a plus que parfait et imparfait à la fois. Je ne comprenais pas pourquoi en fait. Il y a tout temps. C'est le passé simple. Le passé antérieur. Et le passé extérieur aussi. Et le passé compliqué. Donc là, on devient complètement fou en prenant tout ça. Tu vois. Mais c'est à la fois, c'est parce que c'était difficile, tu vois, d'apprendre cette langue, surtout quand on est traumatisé par la guerre, on ne prend pas la langue comme loisir. D'ailleurs, la préfecture m'a inscrit dans une salle à côté de Paris. Je remercie beaucoup la préfecture et l'État français, et vous aussi, on ne se connaît pas. Hein. Et donc, à travers ces cours qui étaient gratuits, jusqu'à ce qu'on appelle DELF AA et DELF A2. Alors pour le BA, j'ai suivi tout seul. Mais après, j'ai appris la langue française par des échanges avec des gens dans la rue, car j'aime bien écouter. À l'époque, je sortais beaucoup avec des gens qui ne pratiquaient ni l'arabe ni l'anglais. Et je m'interdis de parler arabe pendant 1 an environ pour apprendre le français. Et je t'avoue, c'était un peu difficile parce qu'en sortant avec ces gens, je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient, mais je faisais semblant que je comprenais. Et ça marchait. Quoi. Et comme ça, j'ai appris la langue française. Voilà. Bien. Je vous propose qu'on continue la conversation autour d'un verre, parce que le temps passe, et le vin est à votre disposition. Il faut que vous sachiez que la librairie de la main a eu la gentillesse de venir jusqu'à nous pour vous proposer des ouvrages, si vous souhaitez les acquérir, on a la gentillesse de les dédicacer autour d'un verre. Et je vous donne rendez-vous dans un mois, le mardi 14 juin, si j'ai bonne mémoire, autour de Clé Morin. Et Rachel Kahn sera parmi nous avec Brice pour cette prochaine conversation éclairée. Donc si vous voulez bien, on se retrouve tout de suite pour boire un verre et continuer cette conversation. Merci à tous.